La scène passe à Asano qui se promène dans la rue en parlant à Mutsumi. Là, il voit qu'une voiture se gare à proximité, laissant descendre un homme qui le regarde, alors Asano décide de dire au revoir à Mutsumi pour raccrocher. Ce type se présente comme le commissaire Seiji Otokeyama et l'appelle, lui demandant de l'accompagner. Une fois dans la salle d'interrogatoire, Seiji montre à Asano quelque chose qui a été publié sur le dark web, une photo de lui lorsqu'il s'est infiltré dans cette propriété privée, ce qui le surprend. Car maintenant ses activités sont diffusées sur Internet, alors que d'habitude toutes les activités de la famille Yosakura sont cachées. Seiji lui montre également qu'il est en possession et a utilisé une arme à feu, qu'il est entré illégalement dans une propriété privée, a participé à une course-poursuite dans la rue, et qu'il a même fait exploser son école. Mais le plus étrange dans tout cela, c'est qu'il n'a absolument rien sur ses complices, même si ses crimes dépassent clairement les capacités d'un enfant. Il doit donc faire des choses qu'il ne sait pas, par exemple qu'il appartenait à une organisation secrète. S'il a des circonstances atténuantes, il sera facilement libéré, et s'il sait quelque chose, il vaudrait mieux qu'il le dise. Asano comprend qu'il propose qu'ils les trahissent tous, mais il répond immédiatement qu'il n'en sait rien. Il lui dit qu'il n'a pas besoin de répondre si précipitamment, lui demandant de boire ce verre d'eau et de réfléchir. Asano voit avec une clarté totale qu'il place quelque chose dans le verre, alors il l'accuse d'y avoir mis un sérum de vérité. Mais il clarifie que ce ne sont que des minéraux et que cela lui fera du bien, quelque chose de pas du tout convaincant ni sain, à en juger par la façon dont il réagit. Il le force soudainement à boire l'eau, ce qui le fait s'étouffer à cause de la soudaineté. Alors qu'il se baisse et tousse, Asano vomit l'eau grâce à un sac en plastique qu'il a fourré dans sa bouche, un objet de ninja. Juste après, Seiji essaie de l'attaquer avec un marteau, mais Asano réagit rapidement en s'éloignant et tombe à côté de quelques sacs noirs d'où commence à couler du sang. Il explique qu'il s'agit du corps d'un trafiquant de drogue qui a détruit la vie de milliers de personnes avec son argent et ses contacts, et qu'il a réussi à échapper à la justice tout ce temps, mais qu'il a fini par l'attraper. En tant que policier, il n'a pas à protéger ceux qui enfreignent la loi. En déclarant cela et en piégeant ensuite Asano contre le mur, il le prévient que s'il refuse de parler, il devra interroger ses amis à l'école. À ce moment-là, Asano remarque un fil suspendu dans l'air, et avec cela, il comprend quelque chose. Puis il dit à Seiji qu'il ne sait rien et même s'il savait, il ne dirait rien à une personne malade comme lui, même si sa vie en dépendait. Ce type apprécie son attitude mais décide quand même de lui asséner un autre coup avec son marteau, mais Asano esquive, et finit donc par frapper le mur derrière lui. L'impact fait que le mur est détruit et on peut voir que Hirukawa les écoutait de ce côté, avec l'aide de ses fils. Seiji dit que la fête est finie et Hirukawa confirme. Il s'approche pour dire à Seiji qu'il reste un indécrottable menteur, en étant amical. Asano qui ne comprend plus rien leur demande une explication. Hirukawa lui dit que Seiji était un camarade de classe au lycée et comme il l'a aidé dans ses enquêtes policières, c'est lui qui cache les activités de la famille Yosakura. Seiji n'est pas content qu'Hirukawa ait ajouté Asano à la mission sans le prévenir mais Hirukawa pense que plus d'effectifs est un avantage. Avec un regard plus sérieux, Hirukawa lui demande comment ça s'est passé. Il répond qu'Asano n'a pas trahi ses alliés et n'a pas réagi à ses provocations, donc il a réussi. Il veut travailler avec lui et Hirukawa applaudit en disant à Seiji de bien fatiguer Asano. Seiji lui dit qu'il a besoin d'un service, mais ce qu'il fait, c'est lui dire qu'il doit partir en mission en le laissant seul pour régler cette affaire. Le lendemain, Asano retourne en classe en ayant l'air assez épuisé et très endormi, ce qui inquiète Mutsumi. À ce moment-là, il semble que Hirukawa soit toujours dans la classe en tant que vice-principal. Il informe tout le monde que le professeur était absent aujourd'hui pour une affaire urgente, donc il va le remplacer pour ce cours de japonais moderne. Au moment où il ferme les yeux, un morceau de craie vole vers lui à une vitesse incroyable, mais quand il le remarque à peine, il bouge rapidement, et on voit que cet objet traverse le mur comme une balle. Hirukawa commence à lui parler en frappant le tableau avec la craie, utilisant le code Morse de cette manière pour lui faire part de commentaires. Un espion doit apprendre à contrôler son rythme de sommeil, avec la moitié de leur cerveau endormi, les dauphins et les oiseaux migrateurs peuvent rester dans un état d'éveil constant, et les humains peuvent également y parvenir avec un entraînement constant. Et en fait, à l'âge de 15 ans, il a acquis la capacité du sommeil total, ce qui révolte Asano. Il lui dit que ses fils analyseront son rythme cardiaque et s'il détecte qu'il s'est endormi, il le réveillera d'un coup de craie à la vitesse du son, quelque chose qui ne plaît pas du tout à Asano, car cela le tuerait. Il dit aussi en code Morse qu'il ne peut pas croire qu'il le forme pendant les cours. Mutsumi est d'accord avec lui, demandant à son frère de se calmer, car torturer Asano est la seule chose qui lui importe. Elle utilise aussi le code Morse pour communiquer avec lui. Quand il voit que Asano est surpris qu'il connaisse le Morse, il lui dit qu'il fait partie d'une famille d'espions depuis 17 ans, donc c'est normal qu'il connaisse ce genre de choses. D'autre part, Hirukawa est heureux que sa chère sœur commence une conversation en Morse avec lui et qu'il adore beaucoup son frère aîné pour ça, mais Mutsumi, très en colère, lui dit qu'il est trop dégoûtant. Asano le remercie aussi pour son soutien, mais lui fait savoir qu'il ira bien, sauf pour réussir cette formation de base aux les mains. Au moment où il dit ça,
Hirukawa lui demande combien de temps il va continuer à se vanter, suivi par le fait qu'il place une pilule spéciale sur le bureau qu'il frappe fort avec le chiffon, répandant un nuage de poussière dans toute la pièce. Ce médicament soporifique atteint Asano et les autres étudiants qui s'endorment complètement. Cependant, Mutsumi réagit assez rapidement en mettant son masque à oxygène et en demandant à Hirukawa d'arrêter. Il remarque qu'Asano n'est pas endormi, alors il lui lance à nouveau une de ses craies avec cette énorme force. Mais Asano répond avec un tir de son pistolet électrique, se protégeant de ce projectile dangereux. Ignorant les plaintes de Mutsumi, il explique qu'il fait ça pour elle et pour lui. Après avoir lancé une grande quantité de craies vers Asano, celui-ci esquive chacune d'elles. Même s'il est endormi, il se protège avec son arme à ses côtés, et à la fin, les deux finissent par se battre sans relâche, où Hirukawa ne cesse de lui tirer dessus avec de la craie et Asano continue d'esquiver sans relâche. En voyant cette scène terrifiante, Mutsumi s'inquiète de plus en plus du fait qu'Asano devient de moins en moins humain. Des jours plus tard, elle commente que cet état de semi-conscience était juste un coup de chance et rien ne s'est passé depuis lors, mais il continue de somnambuler et on peut voir qu'une nuit, il est sorti pour se promener dans le couloir, effrayant le pauvre Shinzo à en mourir. Maintenant, ayant une habitude légèrement étrange de plus, Asano continue de lire un magazine d'espionnage où le sujet des relations entre espions est discuté, donnant comme fait curieux que 90% des mariages entre espions se terminent par un divorce, supposément en raison d'une surcharge de travail. À ce moment-là, Mutsumi s'approche pour lui donner du thé et en la voyant, il en profite pour lui demander si elle est libre aujourd'hui, mais il est immédiatement interrompu par un appel d'un numéro inconnu. Il répond pour voir que c'est Seiji qui lui dit qu'il est temps de partir en mission et qu'il doit partir immédiatement, lui envoyant l'adresse de l'endroit où il doit se rendre et qui le contactera plus tard. Après cela, il raccroche et sans avoir d'autre choix, il s'excuse auprès de Mutsumi de devoir partir pour cette mission urgente. L'endroit où il se rend est le parc d'attractions, et il appelle à nouveau pour expliquer qu'un homme et une femme armés illégalement errent dans le parc et qu'il doit les trouver et les arrêter dès que leur apparition se poursuit. Il lui demande également de continuer à enquêter et que quoi qu'il arrive, il doit garder un œil sur toute personne suspecte. À la fin de l'appel, Asano n'est pas surpris par Mutsumi, qui lui dit qu'elle a parlé avec Seiji pour assister à cette mission, car s'ils y vont ensemble, ils auront moins l'air suspects. Elle lui montre également 3 couples qui semblent suspects, lui demandant de ne pas s'inquiéter car elle sait aussi se défendre. En y réfléchissant un peu, Asano voit que c'est peut-être une bonne occasion de passer un bon moment avec elle. À ce moment-là, elle remarque que le couple derrière eux n'arrête pas de flirter entre eux, décidant de copier cela et disant à Mutsumi que sa tenue est incroyable, pariant qu'il est facile de flirter avec elle calmement. Elle lui répond que c'est le cas car cela rend ses mouvements plus faciles, ce qui blesse Asano car il ne faisait que jouer le jeu. L'un des couples suspects s'éloigne, alors il décide de les suivre pour voir ce qu'ils font. Il s'avère qu'ils montent dans les montagnes russes et lorsque l'attraction commence, on voit que l'homme ne l'apprécie pas tandis qu'Asano ne fait que dormir. À la fin, il s'excuse auprès de Mutsumi pour s'être endormi, puis il voit que le couple qu'ils suivent se câline complètement. Donc il conclut que c'est un couple ordinaire et qu'ils ont été guidés uniquement par leur apparence. Après cela, ils suivent le couple suspect suivant, mais la même chose se produit avec eux. Il manque le dernier couple, puis ils continuent vers le magasin où ils entrent en perdant de vue. Mutsumi avance cependant, Asano n'étant pas distrait lorsqu'il voit qu'il y a des roses en vente, ce qui est un bon cadeau d'amour, attirant ainsi son attention. Peu de temps après, il se retrouve dans un café pour surveiller ce couple suspect. Et c'est à ce moment-là que Mutsumi part acheter quelque chose, c'est alors qu'Asano entend cet homme dire à la femme qu'il veut lui montrer un objet spécialement commandé. Ces mots semblent suspects et il se prépare à sortir son arme, mais il s'avère que ce type sort une bague de fiançailles et lui demande de l'épouser, ce qu'elle accepte. Après avoir vu cela, Asano s'effondre sur la table parce qu'il a passé toute la journée à chercher un couple armé et qu'il n'a même pas pu en trouver un seul. Voulant rendre Mutsumi heureuse, même si ce n'est que pour un instant, soudain, le couple d'amoureux, dont il n'avait jamais soupçonné quoi que ce soit, commence à se disputer beaucoup, générant un scandale. Ils en arrivent au point où ils sortent tous deux des armes et s'apprêtent à se tirer dessus. Peu de temps après, toutes les personnes quittent précipitamment le magasin, et à ce moment-là, Mutsumi est forcé de partir à cause de la foule. Les coups de feu commencent à fuser dans toutes les directions lorsqu'ils s'attaquent les uns les autres, alors Asano finit par se jeter sous la table sur laquelle se trouve un enfant effrayé. Il laisse tomber sa fleur par terre et l'une des balles l'atteint, le blessant. Cela le met en colère, alors sans réfléchir, il attire l'attention de ses gars et les abat ensuite avec son pistolet laser, les laissant instantanément inconscients. Plus tard, la police arrive et les emmène tous les deux, et en voyant cela, Seiji félicite Asano pour ce bon travail, restant redevable envers lui. D'autre part, Hirukawa est assez en colère lorsqu'il découvre qu'il l'a envoyé dans un parc d'attractions avec Mutsumi, déjà contrarié de l'entendre se plaindre dans toute la maison. Asano et Mutsumi montent dans la grande roue, où il lui demande pourquoi elle voulait monter dans cette attraction. Un peu nerveuse, Mutsumi répond qu'elle l'a fait parce que les couples qui regardent le coucher de soleil depuis la grande roue seront heureux pour toujours. Il lui donne la rose,
expliquant que la fusillade l'a mise dans cet état, mais que la fleur n'est pas trop endommagée, donc ce serait dommage de la jeter. Il voulait qu'elle passe un bon moment pour la remercier de tout ce qu'elle fait, mais finalement, il n'a rien pu faire pour elle. Après avoir écouté cela, Mutsumi ne peut s'empêcher de rougir et tout nerveusement. Elle lui dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si romantique, le prenant un peu au dépourvu en prenant la rose dans ses mains et en lui faisant savoir qu'elle est très heureuse, le remerciant. Après cela, ils se tiennent tous les deux la main. Dans un appartement sombre, une fille est occupée à essayer de pirater un système sécurisé. Shion vient de terminer sa mission finale et peut enfin dormir après 80 heures de travail, mais cela ne dure pas longtemps car elle reçoit une alerte d'urgence à l'écran indiquant que quelqu'un a infiltré le système. Elle doit maintenant s'occuper d'un hacker qui s'amuse avec son système. Le hacker est bloqué, mais Shion n'en a pas fini avec elle, car elle veut s'assurer de ruiner son ordinateur en représailles pour l'avoir forcé à rester éveillé plus longtemps. Le hacker panique après avoir perdu le contrôle de son ordinateur, mais se rappelle qu'elle peut simplement le débrancher pour que Shion ne puisse pas la retrouver ni contre-pirater. Après s'être mise à l'abri, la fille rebranchait son ordinateur pour jeter un coup d'œil aux données qu'elle a réussi à voler, et il semble qu'elle ait obtenu exactement ce qu'elle voulait du système, des photos de Asano, montrant peut-être une obsession malsaine pour lui. Le lendemain matin, Asano et Mutsumi se rendent à l'école lorsqu'ils aperçoivent Shion, qui semble encore plus fatiguée que d'habitude. Mutsumi lui demande si elle a encore passé une nuit blanche, ce qui est évident car elle a dû rester éveillée pour s'assurer que le système ne soit plus piraté. Les deux hackers semblent n'avoir fouillé que dans les fichiers de Asano pour une raison quelconque, mais Shion leur dit qu'il n'y a rien à craindre car elle a mis à jour le système de sécurité, éliminant toute chance de nouvelle intrusion. Cependant, elle ne comprend toujours pas comment quelqu'un a pu percer l'ancien système de sécurité puisque seuls les membres de la famille connaissent le code d'accès. Asano sait déjà que cela ne finira pas bien, mais il ne peut rien faire pour le moment, alors il part à l'école avec Mutsumi comme d'habitude. À ce moment-là, il remarque quelque chose d'anormal et arrête Mutsumi juste à temps pour éviter plusieurs pointes qui leur étaient lancées. Comme le danger est imminent, Asano emmène Mutsumi et s'enfuit. L'assaillante, qui se trouve également être la hacker de plus tôt, les poursuit. Asano et Mutsumi continuent de courir jusqu'à ce qu'ils tournent dans une ruelle, où Asano se retourne et sort son arme pour contre-attaquer son poursuivant. La fille le surprend avec une attaque par le haut, mais Asano parvient tout de même à contrer et à la repousser. La fille adore la force de Asano en personne et lui avoue directement qu'elle est amoureuse de lui, puis elle lui demande immédiatement de mourir pour elle. Asano est confus, mais Mutsumi semble savoir exactement ce qui se passe, car elle reconnaît la fille. Son nom est Ayaka et elle est bien connue dans le milieu criminel sous le nom de la chasseuse d'hommes. Mais la fille déteste ce surnom et Mutsumi dit qu'elle est ainsi appelée car elle a la réputation d'utiliser ses techniques d'espionnage pour suivre les hommes dont elle est amoureuse, puis de les poignarder à mort peu après. Cela signifie qu'Ayaka est tombée amoureuse de Asano et qu'elle est devenue encore plus fascinée par lui après que ses exploits ont été reconnus et qu'il a officiellement eu sa première prime sur sa tête. Mais cela l'inquiète un peu car il y a maintenant plein de gens qui essaient de le tuer pour des raisons non liées. Elle le prouve en éliminant un des assassins qui était après Asano. Comme il y a tellement de compétition pour sa vie, elle veut s'assurer d'être celle qui tue Asano pour que personne d'autre ne puisse la voir. Il y a beaucoup de petites choses que Asano fait bien et qui la font l'aimer encore plus, comme le fait qu'il essaie de ne pas abîmer les plantes lorsqu'il s'infiltre ou qu'il répare toujours les dégâts qu'il cause lors de ses missions. Asano ne sait pas comment elle a réussi à apprendre tout cela sur lui, mais Mutsumi est d'accord avec Ayaka, car elle sait que Asano est totalement adorable de toutes les manières possibles. Ayaka lui fait signe de venir à elle pour qu'elle puisse le poignarder romantiquement à mort, mais Asano recule lentement et dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec elle puisqu'il est déjà marié à Mutsumi. Ayaka ne comprend pas l'allusion et pense que Mutsumi a dû laver le cerveau de Asano pour qu'il l'épouse. Elle aimerait éliminer Mutsumi sur le champ pour se débarrasser de sa rivale. Mais Kyoshiro lui a strictement interdit de faire du mal à Mutsumi de quelque manière que ce soit. Tous deux sont surpris d'apprendre que Kyoshiro est impliqué. Ayaka explique que personne ne peut cibler un membre de la famille Yosakuro et survivre tant que Kyoshiro est dans les parages. Elle est allée le voir avec l'espoir qu'il lui permettrait de tuer Asano, et à sa grande surprise, il a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec lui tant que Mutsumi restait en sécurité. Et comme Kyoshiro était de si bonne humeur, Ayaka lui a aussi demandé si elle pouvait consulter les fichiers personnels de Asano. Kyoshiro lui a simplement donné le code d'accès au système. Mais malgré toute la préparation que Kyoshiro a faite pour elle, cette attaque a échoué, alors elle décide de partir pour l'instant et de revenir plus tard, mais pas avant d'avoir montré ses capacités de lancer d'aiguilles. Plus tard dans la journée, Ayaka parvient à se faufiler dans l'école de Asano en tant qu'étudiante transférée et, par pure coïncidence, elle se voit attribuer le siège juste à côté de Asano. En se dirigeant vers son bureau, elle fait semblant de trébucher et lance une aiguille droit au visage de Asano, mais il parvient à la bloquer avec son cahier juste à temps. Ce n'était que le début de l'épreuve de Asano avec Ayaka, car tout au long de la journée, elle tente continuellement de le surprendre et de le poignarder. Mais dès la troisième période, Asano s'y est habitué et peut esquiver les aiguilles sans trop d'efforts.
À ce stade, ces aiguilles ne sont plus qu'une légère gêne dans sa routine quotidienne. Ayaka pleure toutes les larmes de son corps à cause du refus de Asano de se laisser poignarder, mais elle est toujours aussi délirante. Elle décide de passer à la vitesse supérieure et lance des aiguilles dans le cou de tous les élèves de la classe, les faisant tous se lever en même temps. Asano se demande ce qu'Ayaka vient de faire, alors elle explique qu'elle a utilisé ces aiguilles pour injecter les élèves avec un poison de contrôle mental, de sorte qu'ils feront tout ce qu'elle dit. Elle leur ordonne tous de maîtriser Asano car elle sait qu'il ne va pas se battre contre des gens ordinaires, et Asano finit par être complètement entouré. Asano lui dit qu'il n'est pas juste d'impliquer des innocents dans ces petites combines, mais elle est trop folle pour écouter raison, alors Mutsumi doit se servir de son propre corps comme bouclier humain pour arrêter Ayaka. Cependant, pendant qu'Ayaka est distraite, l'homme qu'elle avait frappé avec des aiguilles auparavant revient pour se venger d'elle et tire avec une arme à feu pour la tuer. Heureusement, Mutsumi est plus rapide que les balles et parvient à pousser Ayaka hors de danger parce que sa vie est précieuse, même si elle essaie de tuer Asano. Mais l'homme ne reçoit aucune clémence, car Asano l'électrocute immédiatement jusqu'à ce qu'il tombe par la fenêtre du 3e étage. Maintenant que le danger est écarté, Asano se précipite vers Mutsumi pour voir si elle va bien, et Ayaka se demande pourquoi Mutsumi risquerait sa vie pour sauver quelqu'un qui essaie de lui voler son mari. Mutsumi répond qu'elle ne voulait tout simplement pas qu'une personne capable d'apprécier les charmes de Asano meure sans raison. Cet acte de gentillesse suffit pour qu'Ayaka change de camp, car elle s'intéresse maintenant aux filles, en particulier à Mutsumi. Après l'école, Asano est content de ne plus avoir à s'inquiéter qu'Ayaka essaie de le poignarder, mais il trouve un peu agaçant qu'elle essaie maintenant de voler sa femme. Il demande à Mutsumi comment elle gère l'obsession d'Ayaka, mais elle a dû faire face à Kyoshiro pendant des années. Donc Ayaka est beaucoup plus facile à gérer. Pendant ce temps, Asano reçoit un appel de Shion et peu après, il se retrouve embarqué pour une session de jeux vidéo avec elle. Mutsumi explique que Shion traîne un des membres de la famille dans sa chambre de temps en temps pour l'aider dans son travail privé de sommeil. La dernière fois, c'était Shinzo, et il n'a pas dormi pendant 5 jours à cause de cela. Mutsumi assure à Asano qu'elle sera là en cas de besoin, au cas où son cœur lâcherait à cause de trop de boissons énergétiques. Asano est un peu inquiet de ce dans quoi il s'embarque, mais Shion lui dit de ne pas s'inquiéter, car ce ne sera qu'un essai pour lui, donc ça ne devrait pas être trop difficile. C'est un jeu simple avec des règles simples, quand un ennemi apparaît à l'écran, il faut le vaincre. Le jeu semble suffisamment simple pour que Asano puisse suivre Shion, mais elle annonce qu'ils vont affronter un boss final et qu'ils doivent arrêter le train. Shion avertit Asano qu'une scène de coupe terriblement réaliste apparaîtra s'ils ne parviennent pas à l'arrêter. Asano veut éviter de voir cela à tout prix, alors il appuie frénétiquement sur les boutons jusqu'à ce qu'ils réussissent à arrêter le train. Dans une nouvelle non liée, un train en fuite vient de s'arrêter, mais personne ne sait comment cela s'est produit. Asano réalise que le jeu devait contrôler le train, et Shion le confirme, lui disant que c'est ainsi qu'elle accomplit ses missions, elle les transforme en jeu et les joue pour les terminer. La raison pour laquelle Shion a fait venir Asano est qu'elle a une mission à accomplir et que cela aurait été compliqué de la faire seule. Des manifestants vont trop loin, ils doivent les empêcher de faire crasher un hélicoptère dans une centrale thermique. Ils doivent arrêter le dragon avant qu'il ne fasse des dégâts. Après avoir briefé Asano sur l'objectif, Shion commence la mission. Elle détruit habilement des tonnes de petits attaquants, mais de son côté, Asano n'a pas encore compris les commandes et se heurte à une impasse, essayant de la traverser. Shion lui dit qu'il est nul aux jeux vidéo et qu'un espion doit avoir ce genre de compétences, mais Asano finit par passer à travers le mur de toute façon. Il ne sait pas comment il y est parvenu, mais il a activé les glitches de no-clip et d'invincibilité, donc il est maintenant imbattable. Cependant, Shion est furieuse car seuls les lâches utilisent des glitches pour gagner. Mutsumi lui dit de se concentrer sur le jeu car l'hélicoptère est sur le point de détruire la centrale. Shion décide de montrer ses compétences en jeu et fonce à travers la horde de minions avant de s'approcher de l'hélicoptère et de l'abattre. Même si l'objectif initial est accompli, le jeu n'est pas encore terminé car il reste encore de nombreux ennemis en route. Les manifestants ont appelé des frappes de drones et Shion n'est pas préparé à gérer cela seul. Elle commence à appeler Shinzo pour lui demander de préparer des missiles, mais Asano pense qu'ils n'auront pas besoin d'aller aussi loin car il a une idée. Il demande à Shion de prendre le contrôle de l'hélicoptère qu'elle vient d'abattre, et avec celui-ci, ils peuvent détruire des tonnes de drones à la fois. C'était une idée brillante de la part de Asano. Mais s'il cesse d'appuyer sur les boutons ne serait-ce qu'une seconde, l'hélicoptère s'écrasera. Quelques drones parviennent à passer et semblent sur le point de détruire la centrale, mais l'avatar d'Ayaka surgit de nulle part et les arrête. Ayaka a de nouveau piraté le système, mais cette fois, elle voulait juste voler plus de photos de Asano et de Mutsumi. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée là et elle est d'une grande aide, bien que ce soit involontaire. Shion décide de l'ignorer et de continuer pour accomplir la mission. Après encore quelques tirs, ils finissent par éliminer le dernier drone. Asano pousse un soupir de soulagement et Shion s'est bien amusé. Ayaka se sent également soulagée, même si elle ne sait pas ce qui vient de se passer, mais maintenant que la mission est terminée, Shion la bloque de nouveau du système. Shion félicite Asano pour sa première mission virtuelle réussie,
mais elle veut lui montrer qu'il ne peut pas tout faire avec des glitches, alors elle ne le laisse pas quitter la pièce tant qu'il n'a pas appris à jouer correctement au jeu. Cela a conduit à 3 jours sans sommeil. Et Asano est maintenant dans un état lamentable. Un peu plus tard, nous voyons 2 espions qui viennent tout juste de terminer une de leurs missions. L'un d'eux, appelé Oga, fait une pause et lit le dernier numéro de l'espion qui met Asano en couverture. Oga est vraiment impressionné par tous les exploits de Asano, mais son partenaire refuse de s'intéresser à quoi que ce soit qui ne concerne pas leur mission. Pendant ce temps, au manoir Yozakura, Asano reçoit un appel de Nanao qui veut savoir s'il est libre pour venir le chercher car il a besoin d'un transport pour rentrer. Asano était en plein dans son échauffement, mais il accepte de l'aider et lui demande où il se trouve. Nanao explique qu'il est dans un laboratoire maléfique qui développait secrètement des armes biologiques comme des gaz toxiques. Nanao a été chargé d'infiltrer le labo et d'y mettre un terme. Il a réussi et a désormais en sa possession la bombe bactériologique appelée Sodome. Si elle explosait, elle annihilerait toute vie dans un rayon de 10 km. C'est bien trop dangereux de transporter ça à l'extérieur, alors Nanao décide de tout simplement l'avaler. Asano s'inquiète que Nanao avale une arme bio. Mais ce dernier explique que son corps est très doué pour la détoxification, ça ne pourra donc pas le tuer. Cependant, il lui faudra environ 3 heures pour neutraliser entièrement le gaz toxique dans son corps, et pendant ce temps, il sera très somnole comme effet secondaire. Le gaz a déjà endormi tous ceux du labo, il n'y a donc pas de danger immédiat. Mais Nanao veut que Asano vienne le chercher avant que les gens de l'autre labo ne réalisent que quelque chose ne va pas et le trouvent. Asano comprend ce qu'il doit faire, il s'équipe et se prépare à se rendre au labo. Mais en arrivant, il trouve étrange d'être entré si facilement. Il reste sur ses gardes en vérifiant chaque coin, mais il n'y a toujours aucun signe de sécurité. Du moins jusqu'à ce que Asano tombe sur les corps des gardes de sécurité. Il commence à avoir un très mauvais pressentiment. Les gardes ont été neutralisés et le système de sécurité a été compromis, mais ce n'est pas le genre de choses que Nanao ferait. Alors qui est responsable? Distrait par ses pensées, l'un des gardes encore conscient le met en joue. Mais avant qu'il ne puisse tirer, le garde est projeté contre un mur par une boule et chaîne. Et ceux qui ont sauvé Asano ne sont autres que Sui et Oga, vu plus tôt. Sui est surpris que Asano soit également en mission ici. Il se présente avec Oga comme faisant partie du Inajiku, les espions d'élite qui prennent leurs ordres directement du gouvernement, contrairement à la famille Yozakura qui est des espions freelance. Sui dit qu'ils ont été envoyés neutraliser ce labo et demande à Oga un rapport de la situation. Oga peut entendre les pas de 5 personnes dans le bâtiment, mais surtout sentir leurs armes. Donc ils sont armés. Cela permet à Sui de déduire que le labo principal doit être sous terre. Il dit au revoir à Asano pour qu'ils puissent accomplir leurs missions respectives. Mais Oga ne laissera pas passer l'occasion de faire équipe avec Asano et l'entraîne avec eux. Un garde parvient à surprendre Asano et à tirer 2 fois sur lui, mais il les esquive et contre-attaque, impressionnant Oga. Ils arrivent finalement au labo en question et Asano se précipite auprès de Nanao dès qu'il le voit. Cependant, Oga tente alors de tuer Nanao avec sa boule d'acier, forçant Asano à parer avec son couteau qui se brise. Oga dit à Asano de dégager car il est dangereux d'interférer, leur mission étant de neutraliser ce labo. Asano ne comprend donc pas pourquoi il voudrait aussi tuer Nanao. Sui explique qu'il surveillait ce laboratoire depuis un moment, alors ils étaient au courant de l'infiltration de Nanao. Et puisqu'Asano connaissait sa localisation, ça leur a permis de facilement trouver cet endroit. Mais comme Nanao a ingéré l'arme biologique, il représente désormais une énorme menace pour la sécurité nationale. Ils doivent donc l'éliminer pour accomplir leur mission. Sui demande alors à Asano de s'écarter pour qu'il puisse tuer Nanao. Mais Asano ne restera jamais les bras croisés à regarder son beau-frère mourir. Il se place devant lui et déclare que s'ils veulent tuer Nanao, ils devront d'abord passer sur son cadavre. Il est prêt à leur tirer dessus et Oga essaie de le raisonner, mais trop tard, Sui a déjà activé son sable de vision et fonce sur Asano, tranchant son arme et son corps au passage. Il aurait probablement déjà pu tuer Nanao, mais il voulait prouver que les émotions de Asano ne sont qu'une faiblesse. Asano a baissé sa garde face à des espions qu'il ne connaissait pas et a hésité à tirer le premier. Oga se plaint que Sui agit toujours comme ça. Il allait l'arrêter mais se rappelle que Sui est beaucoup trop puissant pour lui. Sui s'approche de Nanao et promet que sa mort sera indolore. Mais Asano le supplie de ne pas faire ça. Sui traite Asano de pathétique de croire pouvoir régler les problèmes en demandant gentiment. Mais avant qu'il n'aille plus loin, Nanao se réveille et lui demande d'attendre 1 minute. Il explique que son corps a fini de détoxifier le gaz et il a un patch test comme preuve. Peu importe que Sui veuille encore le tuer. Mais il veut au moins soigner les blessures de Asano avant qu'il ne meure d'une hémorragie. Sui range son épée puisqu'il n'a plus de raison de tuer Nanao s'il a détoxifié le poison. Il prend le patch test comme preuve que sa mission est un succès. Et avant de partir, il donne à Nanao une crème de soin pour soigner Asano, même s'il pense que ce serait mieux pour les Yozakura que Asano meure s'il est si faible. Sui et Oga s'en vont alors. Nanao soigne frénétiquement les blessures de Asano pour qu'il ne meure pas. Une fois remis, Asano se retrouve prisonnier de Hirukawa, suspendu au-dessus des flammes, sans comprendre pourquoi. Hirukawa lui montre qu'il a encore fait la une du magazine d'espionnage, mais cette fois en parlant de la raclée que lui ont mise les espions du Inajiku,
allant jusqu'à appeler ça le déclin de la famille Yosakura. Hirukawa est très énervé et compte bien traquer le journaliste. Mais pour l'instant, il blâme Asano pour la mauvaise publicité des Yosakura, même si c'est en grande partie à cause des actions de Hirukawa. Mais ce qui l'énerve le plus, c'est que Asano a failli causer la mort de Nanao par faiblesse. Hirukawa aurait préféré que Sui tue Asano. Nanao et Mutsumi arrivent et stoppent les brimades de Hirukawa. Mutsumi libère Asano, qui dit ne pas en vouloir à Hirukawa d'être en colère contre lui, puisqu'il a effectivement terni le nom des Yosakura. Nanao essaie de lui dire que c'est grâce à lui s'il est en vie, mais Asano ne le voit pas comme ça puisqu'il n'a rien pu faire contre Sui à part gagner quelques secondes de plus à cause de sa faiblesse. Hirukawa le rejoint et lui dit qu'il ne pourra jamais rien faire d'assez significatif pour ébranler les Yosakura. Mais s'il veut vraiment assumer sa défaite, la seule chose à faire est de devenir plus fort pour prendre sa revanche sur Sui. Sui est actuellement dans un train et demande à un homme de se décaler, mais celui-ci refuse de bouger car ses jambes sont longues et il y a amplement assez de place pour Sui. Mais Sui le prend personnellement et déchire les vêtements de l'homme avant d'aller chercher une autre place. Une fois installé, il aborde finalement quelque chose qui le turlupine depuis un moment et demande à Asano ce qu'il fait exactement avec ce déguisement évidemment suspect. Asano réalise qu'il a été démasqué. Sui lui demande s'il est là pour prendre sa revanche après leur dernier affrontement. Mais ce n'est pas le but de Asano. Plutôt, Hirukawa a expliqué que les espions du Inajiku ont tous des compétences uniques et que dans un combat entre espions, si Asano veut les battre, il va devoir voler un maximum d'informations sur leurs capacités. C'est pourquoi Asano dit à Sui qu'il va apprendre tout ce qui lui manque comme espion en l'observant. C'est la première fois que Sui entend quelqu'un annoncer ouvertement son intention de l'espionner. Mais il n'y voit pas d'objection et dit que Asano peut faire ce qu'il veut, même s'il ne croit pas qu'il pourra le suivre avec son sable de vision. Asano a du mal à suivre Sui et se remémore ce que Hirukawa lui a dit sur la technique de déplacement du Inajiku, leur méthode secrète de marcher silencieusement à haute vitesse pour faciliter l'infiltration, la filature et le combat. En tant que leader d'escouade, Sui excelle particulièrement dans cette technique. Asano aura donc du mal à le repérer, mais il doit tout faire pour rester sur sa trace. Cependant, Sui s'agace de voir Asano le suivre, alors il utilise son épée pour déchirer tous ses vêtements et le laisser se faire arrêter par la police de la gare. Mais Asano refuse d'abandonner. Le lendemain, pendant que Sui et Oga sont en mission, Asano les suit encore. Sui en a assez et déchire à nouveau ses vêtements. Le troisième jour, Sui et Oga déjeunent suspendus à un bâtiment et Asano est toujours derrière eux, alors Sui tranche ses habits une fois de plus. Au bout d'une semaine, Sui et Oga sont en mission et Asano les aide puisqu'il les suit toujours. Oga est impressionné par ses progrès, mais Sui s'en moque et s'apprête à déchirer ses vêtements encore une fois. Mais cette fois, Asano parvient à esquiver suffisamment pour sauver son pantalon. Sui commence à réaliser que Asano progresse peut-être, mais il tranche quand même le reste de ses habits. Plus tard, Nanao trouve Hirukawa en train de préparer le dîner et lui demande s'il a vu Asano. Hirukawa répond l'avoir trouvé évanoui devant la porte, probablement à cause de Sui encore. Mais quand Nanao demande s'il l'a monté dans sa chambre, Hirukawa révèle qu'il utilise le corps de Asano comme planche à découper. Nanao l'écarte et vérifie que Asano va bien, qui rigole en disant que Sui l'a encore eu. Nanao ne comprend pas pourquoi Asano se pousse autant à suivre Sui. Mais Asano pense que c'est nécessaire pour surmonter sa faiblesse. Il a failli laisser Nanao mourir et pense que personne ne voudrait d'un grand frère aussi nul que lui. Mais pour Nanao, depuis le début Asano fait des choses qu'on n'attendrait pas de lui, alors peu importe ce que disent les autres, il sera toujours cool à ses yeux. Le 10e jour où Asano suit Sui, il a réussi à le filer toute la journée. Sui est impressionné mais en a assez de jouer avec lui et prévoit de l'achever pour de bon cette fois. Mais quand il s'apprête à l'attaquer, Asano sait que ça vient et parvient à saisir son bras, bien qu'il se fasse encore trancher. Après avoir été touché par sa lame autant de fois, Asano a réalisé que les entailles sont réparties partout sur son corps et que la première vient toujours du centre. Il ne peut pas encore voir les attaques venir ni y réagir, mais au moins il peut survivre aux assauts de Sui. Il projette Sui dans la cour et comprend maintenant pourquoi Asano fait partie des Yosakura. Il n'essaiera plus de se débarrasser de lui. Il appelle Oga pour qu'il soigne les blessures de Asano. Oga ne peut pas croire que Asano ait réussi à esquiver l'épée de Sui. Mais il n'a pas vraiment esquivé, il a juste mémorisé les habitudes de Sui pour savoir quand l'attaque arriverait. Mais c'est déjà impressionnant. Finalement, l'article sur la raclée de Asano a été oublié. Mais il a beaucoup d'autres problèmes désormais, avec des articles le montrant nu partout en ville, les gens le prenant pour un dingue. Un peu plus tard, une fête est organisée par des politiciens extravagants et les espions d'Inajiku devaient s'en occuper, mais ils ont échoué dans leur mission. Les espions s'excusent auprès de leurs responsables de ne pas avoir accompli leur mission, expliquant que les politiciens sont en alerte maximale récemment, rendant l'infiltration très difficile à cause de la sécurité renforcée. La responsable s'y attendait mais elle n'était pas inquiète, car elle avait le plan parfait pour contourner cette sécurité et cela allait impliquer Asano. Le lendemain, Asano est au parc avec Mutsumi et il est heureux de passer du temps avec elle puisqu'elle lui a demandé de l'aider pour une course, mais il est un peu curieux de savoir pourquoi elle a besoin de tout ce matériel dans son sac à dos. Finalement,
Il rencontre un vieil ami de Mutsumi, qui s'avère être Sui, ce qui choque raisonnablement Asano. Mutsumi explique qu'elle connaît Sui parce qu'ils ont travaillé ensemble auparavant, mais même si c'est le cas, elle est toujours un peu en colère contre lui pour avoir presque tué Asano et Nanao. Sui ne s'attend pas à ce qu'elle lui pardonne. Mais il n'est pas non plus désolé car il ne faisait que remplir une mission. Il demande alors qu'il se dépêche car son leader les attend. Un peu plus tard, ils arrivent à un immense immeuble de bureaux, mais cela n'a pas d'importance car la véritable base d'Inajiku est le café à côté. Ils entrent tous et Sui passe une longue commande à la caisse. Une fois terminé, un code est entré dans la caisse, ouvrant une trappe sous leurs pieds. Asano est un peu surpris mais Sui dit qu'il est naturel que l'organisation secrète d'espionnage du gouvernement soit située sous terre. Ils ont encore quelques centaines de mètres à parcourir avant d'atteindre le bureau principal, donc Sui offre du thé à Mutsumi pendant qu'elle est assise sur ses genoux. Asano n'approuve pas vraiment puisque c'est sa femme, mais Sui explique qu'il serait trop dangereux de la laisser seule. Asano comprend ce qu'il veut dire quand des centaines de flèches et de lasers commencent à voler dans leur direction. Ce sont des pièges intégrés pour la sécurité et l'entraînement des espions d'Inajiku. Donc Asano ne doit pas baisser sa garde sinon il sera transformé en viande hachée avant d'atteindre le sol. Après plusieurs secondes de torture à esquiver les lasers, Sui et Asano atteignent enfin le rez-de-chaussée, mais les pièges ne sont pas encore terminés puisqu'un énorme rocher tombe sur Asano. Juste avant qu'il ne soit écrasé, le leader d'Inajiku arrive en courant et détruit le rocher d'un seul coup de poing. Ensuite, elle leur souhaite la bienvenue ainsi qu'à Mutsumi, mais elle se demande si ce Yosakura ici présent est vraiment assez fort pour protéger Mutsumi. Ils s'installent pour leur réunion et on voit le leader se gaver des délicieuses friandises que Mutsumi avait demandé à Asano d'apporter. Elle en est vraiment reconnaissante. Elle et Mutsumi semblent avoir une très bonne relation, alors Mutsumi explique que Rin était camarade de classe avec Hirukawa et qu'elle organise parfois des goûters avec la famille. Rin n'aime pas entendre le nom de Hirukawa car parler de cet obsédé de sa sœur ruine le goût de son gâteau, mais elle comprend aussi à quel point Mutsumi est adorable, ce qui explique pourquoi elle voulait que Mutsumi épouse quelqu'un capable de la protéger des frasques de Hirukawa. Cependant, elle doute que Asano soit à la hauteur. Elle a entendu de Sui que Asano était un espion médiocre, mais Sui la corrige en expliquant qu'il avait juste dit que Asano était vraiment mauvais en matière d'espionnage, ce qui revient à peu près au même. Mutsumi défend son mari en disant qu'il a autant de volonté que Hirukawa, alors Rin l'accepte comme un fait. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre la discussion, Hirukawa fait irruption dans la base. Il avait perdu le signal du traceur GPS qu'il avait sur Mutsumi et il savait que seuls les espions d'Inajiku pouvaient désactiver son traceur. Il est donc immédiatement venu la chercher. Mutsumi sait déjà ce qui va se passer lorsque Rin se lève pour affronter Hirukawa et lui dit de partir immédiatement car sa simple présence pollue l'air. Hirukawa refuse de laisser quelqu'un passer du temps avec Mutsumi à part lui et utilise ses fils pour l'attaquer. Cependant, Rin est au même niveau que Hirukawa, donc elle parvient à frapper ses fils de plein fouet et se moque de lui pour avoir essayé de la battre avec une attaque si faible. Hirukawa passe alors à la vitesse supérieure et leur affrontement cause des dégâts importants à la base en quelques secondes, forçant l'émission d'un ordre d'évacuation pour la sécurité de tous les espions présents. C'est exactement ce que Mutsumi ne voulait pas que se produise, mais chaque fois que Hirukawa et Rin sont ensemble, ils finissent toujours par se battre. Sui tente de les arrêter, mais il est bien trop faible pour s'approcher d'eux. Mutsumi s'interpose entre Rin et Hirukawa et leur dit d'arrêter, mais bien qu'ils l'écoutent, ils sont déjà trop engagés dans leur attaque pour s'arrêter, mettant Mutsumi en grave danger. Heureusement, Asano parvient à tirer Mutsumi en bas avant qu'elle ne se fasse écraser la mâchoire, mais il ne peut pas se sauver lui-même et se fait assommer. Mutsumi est furieuse et menace de ne plus jamais parler à Rin ni à Hirukawa s'il continue à causer des ennuis de cette manière. À la pensée de perdre Mutsumi, Hirukawa tombe inconscient et Rin commence à supplier pour son pardon. En passant, elle doit admettre que Asano est beaucoup plus coriace qu'elle ne le pensait, puisqu'il a survécu à un coup direct de sa part et de celle de Hirukawa. Son opinion sur lui s'est améliorée et elle demande à discuter de quelque chose avec lui quand il reprend connaissance. Elle veut que Asano s'infiltre pour enquêter sur un politicien. Ce politicien a fourni une éducation gratuite, normalisé les pensions et réduit les taxes à la consommation, ce qui lui vaut l'amour du peuple. Mais Rin dit que beaucoup de ses succès ont été bâtis sur beaucoup de sang versé. Il a un triplet d'espions les plus dangereux du monde, rouge, bleu et jaune comme bras droit, qui l'aide avec la corruption, les assassinats et toutes les autres magouilles illégales pour gagner la faveur du public. Avec les prochaines élections générales qui approchent, il prépare quelque chose de grand. Il a habilement réussi à faire passer tous ses autres crimes pour des coïncidences jusqu'à présent, mais ils ont récemment trouvé une de ces mini-bombes dans une affaire sans rapport l'autre jour. Bien que petite, elle est encore capable de tuer une personne à bout portant. Il y en a des centaines en circulation, mais même le contrebandier de bombes qu'ils ont arrêté ne sait rien de leur utilisation future. Leur seul indice est une vidéo de l'acheteur portant une perruque et des lunettes de soleil, ressemblant étrangement au politicien en question. Mais il n'y a pas assez de preuves pour l'arrêter encore. Ils ont besoin que Asano se rapproche de lui pour obtenir les preuves nécessaires avant que des gens ne soient blessés.
Asano demande pourquoi ils lui font confiance pour cette mission. Rin explique que Kuroyuri est originaire du Japon, donc il est conscient de l'existence de l'organisation d'espionnage Inajiku et se méfie d'eux. C'est pourquoi ils ont besoin que Asano se déguise en fille pour s'infiltrer. Asano comprend la mission mais ne comprend pas pourquoi il doit se déguiser en fille. Rin lui montre une affiche de recrutement que Kuroyuri a publiée pour une fille aux cheveux noirs, ce qui est exactement ce à quoi Asano doit ressembler. Avant de commencer la mission, Rin rappelle à Asano que le sort de centaines de vies repose entre ses mains, alors il ne doit pas échouer. Asano réussit à se faire embaucher et lors du prochain rassemblement, il est présenté par Kuroyuri à ses fans sous le nom de Yoko Asada. Asano veut juste rentrer chez lui, mais un moment plus tard, des opposants aux politiques de Kuroyuri arrivent et affirment que tout ce qu'il a fait n'a fait qu'élargir l'écart entre les riches et les pauvres. Une émeute éclate à cause de la manifestation et, dans toute la confusion, le haut-parleur manque de tomber sur un homme, mais avant qu'il ne soit blessé, Kuroyuri se jette devant lui et prend le coup à sa place. Il s'excuse si certains ont pu penser qu'il avait des intentions cachées, mais il affirme n'avoir que les intentions les plus pures. Même s'ils sont contre lui, il représente toujours la voix du peuple. Donc Kuroyuri est prêt à écouter leurs doléances pacifiquement. Les manifestants ne le détestent soudainement plus et tout le monde applaudit. Kuroyuri est emmené en ambulance pour ses blessures et il dit à Asano de retourner au bureau sans lui. Cependant, dans l'ambulance, il est révélé que Kuroyuri n'est pas du tout blessé. Tout cela faisait partie de son complot pour obtenir l'approbation du public, et cela a parfaitement fonctionné. Même ses blessures étaient fausses. Après avoir félicité ses espions corrompus, il demande à voir ses nouvelles cotes de popularité qui, comme prévu, sont en hausse. Pendant qu'il célèbre, on voit que Asano était caché là tout le temps. Il a donc la confirmation que Kuroyuri est aussi mauvais qu'il le soupçonnait et il est déterminé à ne pas le laisser s'en sortir. Mais malgré cela, il est presque impossible pour Asano de trouver des preuves de leur crime. Kuroyuri et les triplés apparaissent derrière lui alors qu'il fouille leurs documents. Quand il lui demande ce qu'il fait là, il invente une excuse en disant qu'il voulait juste organiser un peu les choses. En réalité, tout ce qu'il a pu faire, c'est organiser, car peu importe ses efforts, il n'a jamais trouvé la moindre preuve de leur crime, même s'ils en commettent plusieurs devant lui. Avec la menace des bombes toujours présente, il n'a trouvé aucun indice. Asano est vraiment confus sur la manière dont ils peuvent réaliser tout cela alors qu'il les observe tout le temps sans jamais les voir faire quoi que ce soit de suspect. Tout ce qu'ils font, c'est danser toute la journée, même s'ils sont terribles en danse. Cependant, en regardant de plus près, Asano réalise que leurs mouvements ridicules ne sont pas entièrement dus à leur mauvais talent de danseur, mais qu'ils utilisent ces mouvements pour dissimuler un code qu'ils utilisent pour communiquer. Une fois qu'il comprend leur code, il découvre qu'ils parlent de la manière dont ils ont provoqué la chute d'une organisation opposée. Le lendemain, alors que beaucoup de personnes importantes sont réunies dans un auditorium, le plan de Kuroyuri est d'utiliser les bombes là, car beaucoup de gens qu'il ne peut manipuler avec ses sales tours sont rassemblés au même endroit. Il prévoit de tous les éliminer aujourd'hui en plaçant les bombes sous la scène. Sans plus tarder, il appuie sur le bouton pour déclencher les bombes. L'explosion se produit, mais elle a lieu à l'extérieur, dans la fontaine. Asano est soulagé que personne n'ait été blessé, car il n'a pas eu assez de temps pour désarmer les bombes et les ajouter dans la fontaine pour minimiser le rayon de l'explosion. Asano pense qu'il a réussi à stopper les plans de Kuroyuri, mais ce dernier a déjà compris que son assistant devait être un espion, car personne ne pouvait savoir pour les bombes. Sui pointe son arme sur Asano et lui dit qu'il a des bombes de secours au cas où quelque chose comme cela arriverait. Il tire sur Asano à la tête et déclenche ses bombes secondaires. Cependant, bien que ces dernières explosent comme prévu, toutes les personnes que Kuroyuri voulait tuer sont toujours vivantes. Elles étaient toutes protégées par un anti-choc avant de pouvoir être blessées, grâce à Asano. Il a survécu en remplaçant les balles du pistolet de Kuroyuri par des fausses, mais il est toujours en infériorité numérique. Kuroyuri est cependant confiant car il a encore les triplés avec lui. Pourtant, Asano n'était jamais seul. Sui surgit et détruit leurs armes en un instant. Lorsque la défaite devient évidente, les triplés abandonnent Kuroyuri avant qu'il ne s'en rende compte. Ce qui le met en colère car il les payait très bien pour rester à ses côtés. Il tente encore de se battre, mais en tant que simple crapule, il n'a aucune chance contre Sui. Maintenant que tout est réglé, Sui demande à Asano d'escorter Kuroyuri au quartier général de Inajiku pour qu'il soit remis à Rin. Asano n'aime toujours pas être autour de Kuroyuri, car il est vraiment étrange. Kuroyuri commence alors à parler de la façon dont Asano a surmonté le traumatisme de l'accident qui a tué sa famille et s'est prouvé en devenant un Deyo Akura. Mais il est vraiment malheureux que Asano croit encore que ce qui est arrivé à sa famille était un accident. Cela attire l'attention de Asano, et Kuroyuri continue en disant qu'il sait tout sur l'accident de voiture qui a tué toute sa famille, sauf Asano, qui a survécu miraculeusement. Cependant, les miracles peuvent parfois être le travail des hommes. Entendre tout cela rend Asano très curieux. Il pointe son arme sur la tête de Kuroyuri et lui ordonne de tout dire sur ce qu'il sait de l'accident de sa famille. Kuroyuri sait ce qui est arrivé à sa famille. Kuroyuri ne se sent pas menacé par l'arme, donc il n'est pas obligé de répondre aux questions de Asano.
Mais en tant que quelqu'un qui connaît très bien le monde des espions, il peut dire à Asano avec certitude qu'il y a de nombreuses vérités cachées dans le monde. Juste à ce moment-là, Asano reçoit un appel de Sui, le vice-premier ministre a été kidnappé et est diffusé en direct depuis un endroit inconnu. Il a été enlevé pendant tout le chaos de l'explosion et remplacé par un remplaçant pour que sa disparition ne soit pas remarquée. Il devait être la cible depuis le début. Sui veut que Asano interroge Kuroyuri pour savoir ce qu'il sait à ce sujet. Apparemment, Kuroyuri est bien informé sur l'enlèvement et prévoyait même de se rendre sur le site de l'enlèvement. Il se libère de ses liens, ce qui surprend Asano, et au moment suivant, il laisse tomber une de ses boucles d'oreilles, provoquant une énorme explosion au milieu de la route. À la maison, Nanao est occupé à mélanger des produits chimiques quand il se trompe un peu, une explosion se produit et Mutsumi se précipite pour vérifier s'il va bien. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, à part le cancer de stade 7 qu'il vient de contracter, mais c'est facile à résoudre en quelques minutes. Nanao s'est débarrassé de ses tumeurs et retourne à son travail de mélange. Il explique à Mutsumi qu'il a fait des erreurs récemment parce qu'il est très inquiet que Asano puisse être blessé lors d'une mission, et qu'il a du mal à se concentrer sur son travail, ce qui l'a conduit à commencer sa dernière expérience. Ainsi, si Asano revient un jour en tant que cadavre mutilé, il aura une concoction prête à le guérir. Il demande à Mutsumi si elle n'est pas inquiète pour Asano aussi, mais bien sûr qu'elle l'est, c'est son mari. Cependant, elle sait aussi que se morfondre ne va pas aider, donc tout ce qu'elle peut faire est de préparer un festin de célébration pour lui lorsqu'il reviendra. Elle a peut-être un peu exagéré avec la cuisine, mais elle est sûre que Asano va adorer quand il rentrera à la maison. Mais maintenant qu'elle y pense, la maison a été étrangement calme ces derniers temps, alors elle demande à Nanao ce que tout le monde fait. Nanao explique qu'ils sont tous inquiets aussi. Kengo est occupé à fabriquer un masque pour Asano au cas où son visage serait défiguré au-delà de toute reconnaissance pendant sa mission. Shion est occupé à détruire les ordis de tous les détracteurs de Asano sur Internet, et Shinzo n'a fait que pleurer tout ce temps. Cependant, ni Hirukawa ni Futaba n'ont bougé d'un pouce, parce que Futaba pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour Asano puisque ses compétences sont suffisantes pour une mission comme celle-ci, tandis que Hirukawa n'est pas inquiet parce qu'il n'a jamais aimé Asano dès le début. Dans les rues, Asano s'échappe finalement des décombres en portant le conducteur, et la seule chose à laquelle il pense en ce moment est ce que Kuroyuri lui a dit, si c'est vraiment vrai que la mort de sa famille n'était pas un accident, alors qui était derrière cela? Juste à ce moment-là, il reçoit un appel de Sui qui lui demande s'il va bien. Asano confirme qu'il a réussi à sortir en un seul morceau avec le conducteur, mais Kuroyuri a réussi à s'échapper. Sui dit que ce n'est pas un problème puisqu'il s'attendait à ce que cela arrive. Il n'en avait pas informé Asano plus tôt. Mais Kuroyuri n'est pas juste un politicien fou, c'est en fait un ancien espion connu sous le nom de Kurogao, et à son apogée, il était une légende vivante. L'histoire officielle est qu'il est mort il y a 6 ans, mais comme Asano l'a vu, il est toujours vivant et bien sous le nouveau nom de Kuroyuri. Ils ont relâché la sécurité sur lui pendant le transport en envoyant que Asano afin qu'il puisse s'échapper et qu'il puisse découvrir quel est son véritable objectif. Et maintenant qu'ils savent qu'il se dirige vers l'endroit où le vice-premier ministre est retenu en otage, ils devraient pouvoir le trouver grâce au traceur GPS qu'ils ont planté sur son corps. Il n'y a plus rien à faire pour Asano, alors Sui lui dit qu'il est libre de retourner au quartier général. Mais ce que Kuroyuri lui a dit plus tôt ne lui plaît toujours pas, alors il doit faire un choix. À l'endroit non divulgué, Kuroyuri enlève le bandeau du vice-premier ministre, qui est confus par toute la situation. Kuroyuri lui dit de se détendre et de regarder dans la caméra, car les médias doivent déjà être en ébullition. Le vice-premier ministre est déçu de découvrir ce que Kuroyuri est vraiment. Il a toujours pensé que c'était un politicien étrange avec ce costume de poulet, mais découvrir qu'il est un terroriste est tout simplement décourageant. Il dit à Kuroyuri qu'un coup comme celui-ci ne pourra pas changer le climat politique, mais Kuroyuri se fiche du climat politique. Le vice-premier ministre est confus, alors Kuroyuri décide enfin d'enlever le reste de son déguisement pour éclairer le vice-premier ministre sur ce qui va se passer. Lorsque les lunettes tombent, les yeux du vice-premier ministre s'écarquillent, car il reconnaît Kurogao, mais il ne devrait pas être possible qu'il soit ici, car le vice-premier ministre l'a vu mourir des années auparavant. Maintenant que les présentations sont faites, il s'assied et s'adresse au public. Il ne parlera plus en tant que Kuroyuri, mais en tant que père qui a perdu son enfant. Dans sa quête pour venger son enfant, il a éliminé plusieurs politiciens en coulisses, mais puisque le vice-premier ministre connaît toute l'histoire, Kurogao a pensé qu'il serait approprié de le tuer en plein jour. Maintenant, l'interview commence. Il pointe une arme sur le vice-premier ministre et lui dit qu'il a deux choix, soit il confesse ses crimes à la télévision nationale et détruit son image parfaite, soit il refuse de dire la vérité et meurt physiquement à la place. Le vice-premier ministre sourit, mais en fin de compte, c'est un politicien, donc il ne dira jamais la vérité, même si cela signifie prendre une balle dans le cerveau. Kurogao s'attendait à cette réponse, alors il se prépare à lui tirer dessus, mais à la dernière seconde, la diffusion est coupée. Le téléphone qui servait de caméra a été tiré par Asano, qui a réussi à suivre Kurogao jusqu'ici.
Il pointe son arme sur lui et lui dit de laisser partir le vice-premier ministre. Mais Kurogao reconnaît son bluff. Les balles électriques de cette arme toucheraient également le vice-premier ministre si Asano tirait maintenant, donc il sait que Asano ne tirera pas. Kurogao tire alors son arme pour faire tomber celle de Asano, mais à ce moment-là, Asano se souvient de l'entraînement qu'il a reçu de Futaba et commence à se déplacer pour réduire la distance. Une fois assez proche, il attrape Kurogao, mais Kurogao reconnaît la technique de Jujitsu Yozakura et sait exactement comment la contrer. Il connaît aussi les fils d'acier en carbone spéciaux que la famille Yozakura utilise, alors il prend les fils de Asano pour l'attacher lui-même. Asano est confus quant à la façon dont Kurogao pourrait savoir comment utiliser et contrer les techniques secrètes de la famille Yozakura. Kurogao explique que c'est naturel pour lui d'être bien informé puisqu'il est un espion, mais si la seule chose qu'un espion peut faire est de recueillir des informations, alors ils ne sont que de seconde zone au mieux. Les espions vraiment compétents savent comment exploiter pleinement ces informations. Asano demande pourquoi un espion comme Kurogao deviendrait un politicien juste pour tromper les gens, mais comme il l'a dit plus tôt, Kurogao n'a aucun intérêt pour la politique. La seule raison pour laquelle il a fait cela est de se venger. Grâce à sa capacité à recueillir et à exploiter des informations, Kurogao était un espion de valeur dans le monde de la politique. Un jour en particulier, il venait de terminer l'une de ses missions et devait rester discret jusqu'à ce qu'il reçoive sa prochaine directive. Il est donc rentré chez lui pour surprendre sa fille pour son anniversaire. Sa fille trouve qu'il travaille tellement qu'il est devenu bizarre. Mais elle plaisantait simplement avec lui car elle savait qu'il l'avait fait pour la rendre heureuse. Kurogao était toujours occupé avec ses voyages d'affaires, donc sa fille appréciait qu'il prenne le temps de rentrer à la maison pour sa fête d'anniversaire et elle est excitée à l'idée de passer la journée avec lui. Mais elle lui dit aussi que s'il prévoit de la surprendre, il ne devrait pas lui envoyer de cadeaux avant d'arriver à la maison, car cela gâche la surprise. Le seul problème, c'est que Kurogao n'avait pas envoyé de cadeau. Donc il réalise immédiatement que cela doit être une bombe, mais il était déjà trop tard. L'explosion a eu lieu, et bien que Kurogao ait survécu, sa fille n'a pas eu cette chance. L'organisation pour laquelle il travaillait avait tiré profit de lui, alors ils ont tenté de l'effacer. Kurogao a tué des centaines de personnes, donc il ne prétendra pas être une personne moralement irréprochable, mais ils lui ont pris sa fille, alors il a juré de faire payer chaque personne impliquée pour ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi il a simulé sa mort et s'est réinventé en tant que Kuroyuri. Tout cela pour se rapprocher des autres politiciens qu'il ciblait pour les éliminer. Et maintenant, le vice-premier ministre est le dernier debout, mais pas pour longtemps. Asano tente d'intervenir pour empêcher Kurogao d'appuyer sur la gâchette, mais il est repoussé par les triplés qui ne l'ont jamais vraiment abandonné. À ce stade, Kurogao pense qu'il est clair que Asano n'a aucune chance contre 4, alors il lui dit de reculer et de le laisser obtenir sa vengeance. Asano a également vécu ce que c'est que de perdre sa famille, donc Kurogao préférerait ne pas le blesser. Si Asano accepte de reculer, Kurogao est prêt à lui dire tout ce qu'il veut savoir sur ce qui est arrivé à sa famille. Asano comprend ce que ressent Kurogao à propos de la perte de sa famille et s'il y a vraiment un secret caché concernant l'accident qui a tué sa famille, alors Asano veut aussi en entendre parler. Mais avant tout, il ne veut pas que quelqu'un meure, donc il ne peut pas laisser Kurogao appuyer sur cette gâchette. Juste à ce moment-là, Sui arrive et d'un coup d'épée, il découpe le sol, les faisant tomber lui et les triplés à l'étage inférieur. En tombant, il dit qu'il s'occupera des triplés en bas, donc il veut que Asano gère Kurogao et s'assure que l'otage survive. Asano accepte et prépare son couteau pour affronter Kurogao. Il se lance vers lui, mais Kurogao attrape sa main avant qu'il ne puisse porter un coup et il remarque immédiatement que le couteau a été fabriqué par Shinzo, car il est creux de manière unique. Il est spécifiquement conçu pour pouvoir charger du poison dans la partie creuse, donc il le teste en poignardant Asano avec. D'après la réaction de Asano, il peut dire que le poison est probablement un relaxant musculaire fabriqué par Nanao. Avec Asano immobilisé, Kurogao le frappe au loin. Asano reste allongé au sol, saignant, tandis que Kurogao se moque de lui pour avoir été si naïf en disant qu'il ne veut que personne ne meure, car quoi qu'il fasse, quelqu'un mourra toujours, comme la fille de Kurogao ou la famille de Asano. Pendant ce temps, à l'étage inférieur, Sui fait face aux triplés qui reconnaissent son talent avec une épée, mais il doute toujours qu'il puisse tous les affronter à la fois. Rouge est spécialisé dans les incendies criminels et les actes de terrorisme, Bleu peut découper n'importe quoi avec des faisceaux d'eau à haute pression et Jaune peut utiliser l'électricité pour réécrire toutes les données d'un ordinateur et griller les cerveaux humains. Lorsqu'ils travaillent en équipe, ils sont totalement invincibles. Sui les traite d'arrogants pour avoir révélé toutes leurs techniques avant même que le combat ne commence, mais comme ils lui ont dit leurs techniques, il est juste qu'ils révèlent les siennes aussi. Sui informe les triplés que la base de la technique Inajiku est la marche sur le parterre de fleurs. Elle consiste à absorber tous les sons et résistances en marchant légèrement, rendant ainsi possible de se déplacer rapidement et de manière presque indétectable. Bien qu'il s'agisse d'une technique basique que n'importe qui pourrait maîtriser en théorie, sa flexibilité permet de l'appliquer également aux compétences à l'épée. Sui est donc confiant dans sa capacité à gérer les 3 triplés à la fois. Les triplés préparent leur technique et les combinent en une attaque massive dirigée contre Sui.
Alors que l'immense boule se dirige vers lui, Sui prépare son épée pour contrer et effectue une parade parfaite tout en vainquant les 3 triplés. Maintenant qu'il a accompli sa mission, il veut remonter vers Asano le plus vite possible, car il ne s'attend pas à ce que celui-ci tienne longtemps contre Kurogao. Cependant, il est surpris en sentant une présence terrifiante derrière lui, mais en se retournant et en essayant de frapper, il ne trouve rien, se demandant ce que cela pouvait être. Pendant ce temps, Kurogao demande à Asano s'il comprend le désespoir de perdre sa famille. Asano est bien conscient de la douleur que cela engendre, mais malgré sa souffrance, il y a toujours eu quelqu'un pour lui. Il a maintenant une nouvelle famille et veut avancer. Il charge vers Kurogao, et dans sa tête, Kurogao pense à quel point les efforts de Asano sont inutiles, car il a déjà mémorisé chaque technique possible de la famille Yosakura que Asano pourrait utiliser. Mais il ne s'attendait pas à ce qui se passe ensuite, alors que Asano court vers lui, il commence à utiliser la technique de la marche sur le parterre de fleurs et disparaît de la ligne de vue de Kurogao, apparaissant derrière lui. Avant de commencer cette mission, Hirukawa avait informé Asano qu'un professionnel aurait fait des recherches sur lui, donc aucune des techniques qu'il avait apprises ne fonctionnerait contre eux. Cependant, la sécurité des connaissances peut souvent émousser la capacité d'adaptation. Ainsi, même si ce n'est pas une réplication parfaite, la technique de marche a suffi à déstabiliser Kurogao, et malgré le fait qu'il connaisse chaque technique que Asano allait utiliser et comment il allait les utiliser, il n'a pas eu assez de temps pour trouver des contre-mesures. Cela conduit finalement à la défaite de Kurogao, qui reconnaît que Asano l'a vaincu et n'a aucun regret, car il s'attendait toujours à ce que les choses se terminent ainsi pour lui. Il a abandonné tout sauf la vengeance il y a longtemps. Mais Asano a choisi de lutter à travers les épreuves. Par respect pour la résilience de Asano, Kurogao lui donne une note contenant les informations qu'il connaît sur le coupable derrière la mort de la famille de Asano. Mais immédiatement après, Kurogao est abattu à la gorge, et meurt peu après. Asano ne peut pas croire ce qui vient de se passer, mais lorsque Sui revient, il déclare que Kurogao a probablement été assassiné pour le faire taire sur un grand secret. Asano ressent un profond regret car, au final, il n'a pas réussi à maintenir tout le monde en vie. Sur la note que Kurogao lui a donnée, Asano trouve l'arbre où Kurogao a enterré sa fille. Kurogao savait qu'il n'aurait pas la chance de le faire lui-même, alors il demande à Asano de déposer des fleurs sur sa tombe pour lui. À l'intérieur du nœud de l'arbre, il y a une boîte contenant l'indice que Asano recherchait. À la fin de la journée, Asano rentre chez lui et est chaleureusement accueilli par sa famille. Malgré les événements déprimants de la journée, il peut au moins sourire en sachant qu'il a des personnes merveilleuses autour de lui.